Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session de l'information. Les titres. Les filles et fils de Réveil de la commune de Grand Popo ont procédé ce mercredi à la remise de dons de fournitures scolaires aux écoliers et élèves de leur village. Le point dans ce journal. Signature d'un protocole d'accord pour l'entente et l'union entre la FEBAS et l'UNAS ce jeudi à Cotonou. Ces associations de supporters des équipes nationales du Bénin sont prêtes pour la fusion. Les précisions dans un instant. Aux États-Unis, des milliers de manifestants se sont rassemblés ce mercredi soir pour protester contre la victoire surprise de Donald Trump. Voilà pour les titres. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Direction le département du Mono, réuni au sein du forum de discussion dénommé Réveil ma source. Les filles et fils de Réveil, un village de Grand Popo, sont allés apporter ce mercredi un soutien à leurs parents pour l'éducation de leurs frères et sœurs. C'était à travers un don de fournitures scolaires et de pirogues pour le transport des écoliers et élèves de leur village. Voici le compte rendu de l'événement avec Jonas Boti et Romaric Devoshi. 14 décembre 1995, il y avait 5 écoliers qui sont noyés dans ce fleuve. Nous avons crié haut et fort au gouvernement de venir en aide. Et jusque-là, nous sommes toujours sur les mêmes pieds. Malgré ce drame assez tragique pour faire rebourser chemin aux enfants de ce village, ils continuent de se battre avec ce cours d'eau pour se rendre à l'école. Sensibles à leur peine, leurs aînés se sont constitués en un forum dénommé Réveil ma source pour leur venir au secours. Voilà ce qui réunit tout le village au bord de ce fleuve. Le forum Réveil ma source, c'est un groupe créé par les filles et fils de Réveil pour réfléchir et échanger sur le développement de la localité Réveil. Ainsi, nous avons décidé, avec la collaboration des frères de la diaspora, de faire certaines actions. Nous avons construit une barque qu'on a remise tantôt aux élèves au bord du fleuve Sazoui. Actuellement, nous sommes à la deuxième étape pour la remise des kits scolaires. Le deuxième adjoint au maire de Grand Popo et le chef de la circonscription scolaire de Comé, ayant aussi en charge les écoles de cette commune, ont fait le déplacement pour féliciter de vive voix les filles et fils de Réveil pour cet acte de grande portée. Chacun doit s'impliquer pour le développement de sa commune. À travers ces dons, les filles et fils de Réveil l'ont compris et l'ont mis en application. Les fils et filles de Réveil viennent d'écrire une belle page de leur histoire. La cérémonie à laquelle nous participons en est un témoignage vibrant. Appréciant aussi la valeur de cet acte de générosité, le porte-parole des bénéficiaires confie les donateurs à la divine providence afin que Réveil ma source ne tarisse jamais. Que la bénédiction du Très-Haut descende sur vous, votre famille et que vos affaires prospèrent à jamais. Aussi a-t-elle promis au nom de ses camarades faire réunir tout le village à la fin de l'année scolaire pour célébrer leurs brillants résultats. Quittons Grand Popo pour nous rendre à Porte-Novo au Palais des gouverneurs. Les travaux de l'étude du projet du budget exercice 2017 en commission budgétaire ont amorcé leur phase décisive avec le passage de l'exécutif devant les députés en commission. Le ministre de l'économie et des finances et celui en charge du plan et du développement ont présenté ce mardi le programme d'investissement public. On fait le point avec Amen Didier Hunkbendi et Romaric Devoshi. La phase décisive de présentation des budgets sectoriels démarre ainsi et l'honneur était au ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, qui a planché ce lundi où il a fait part aux élus du peuple que l'État affiche pour la gestion 2017 un besoin de financement de 1002,861 milliards de francs CFA. Ceci traduit la volonté du gouvernement de faire effectivement de la relance de l'économie son programme d'action mis en œuvre sur le quinquennat 2016-2021.
De son côté, le ministre d'État en charge du plan et du développement, Ablaye Biotchane, est passé devant la commission budgétaire pour défendre la partie de son budget ayant pris en compte le programme d'investissement public PIP. Le coût total du PIP 2017 est de l'ordre de 808,32 milliards de francs CFA. Le PIP que nous venons de présenter est un projet très ambitieux. Il traduit aussi la vision que nous avons arrêtée dans le programme d'action de gouvernement il y a quelques jours, et il traduit aussi les réformes qui sont à entreprendre pour que ce budget soit exécuté. Le projet de PIP, c'est plus de 800 milliards, vous le savez, 808 milliards. Ce sont des investissements structurants. Nous voulons la transformation de notre économie aussi. Nous voulons que cette économie puisse donner du travail surtout aux plus jeunes. Et c'est pour ça qu'avec ces montants qui, cumulés, sont plus élevés que les projets d'investissement qu'il y a eu les 2 années précédentes, nous sommes capables non seulement d'investir dans les infrastructures, mais aussi d'investir pour la transformation de l'économie en même temps que nous investissons pour soulager nos compatriotes les plus démunis. Le gouvernement entend investir dans plusieurs secteurs vitaux pour booster le développement. Ce budget, qui est de plus de 808 milliards, est financé pour près de 3/4 par des ressources internes et pour près d'1/4 par nos partenaires. Je l'ai dit, il traduit la volonté de notre gouvernement de transformer notre pays, d'investir dans les infrastructures, le port qui va être modernisé, le nouvel aéroport qui va être construit et les routes qui vont être pour certaines retracées et pour d'autres réparées. Mais nous allons investir aussi dans des secteurs clés de transformation que sont l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique, mais aussi l'économie du savoir. Le gouvernement a l'ambition d'agir sur le travail de la jeunesse et surtout l'agriculture afin de ramener le taux de croissance à 7% avec la création d'au moins 500 000 emplois. Nous allons investir dans l'agriculture plus de 10% de notre budget d'investissement total. L'année prochaine, nous allons investir dans les secteurs sociaux près de 3 fois ce qui était investi les années passées. Donc nous avons l'une des politiques sociales les plus agressives. Mais ce qui est le plus social, c'est de donner du travail aux jeunes. Les audiences publiques en commission se poursuivent et chaque département ministériel passe devant la commission budgétaire pour exposer les grands axes de son projet de budget pour le compte de l'année 2017. Retour à Cotonou, le traditionnel Conseil des ministres s'est déroulé ce mercredi 9 novembre 2016 en présence du chef de l'État et les membres du gouvernement. À l'issue du dit Conseil, d'importantes décisions étaient prises. Suivez ici le compte rendu du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Pascal Irené Koupaki, au micro de Loris Freddy Davant. Organisation de la 3e édition du Forum Afrique Carbone à Cotonou en juin 2017. L'organisation de la 3e édition de ce forum, après les éditions de Dakar en 2008 et Kigali en 2016, va créer des opportunités pour l'accès au financement climatique et permettra également de nouer des partenariats avec de potentiels investisseurs, les promoteurs de projets locaux et les acteurs du marché de carbone. Mise en place au Bénin de l'autorité centrale pour l'adoption internationale. L'article 6 de la Convention de La Haye prescrit que chaque État contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. Le Conseil a pris 2 décrets. Le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale en République du Bénin et le 2e décret, le décret portant nomination des membres de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale.
réception de patrimoine immatériel. Le professeur Gilbert Rouget se propose de mettre gracieusement à la disposition de notre pays les documents qui représentent la somme de bons résultats scientifiques qu'il a obtenus durant plusieurs années de recherche sur certains peuples du Bénin, notamment Yoruba et Goum. Le professeur Rouget est l'un des meilleurs chercheurs ethnomusicologues français. Il a ainsi constitué depuis 1952 une banque de données scientifiques et donc un patrimoine qu'il accepte de léguer à notre pays. Par ailleurs, Madame Caroline Gauthier a œuvré pour la mise en place d'un master en patrimoine culturel au Bénin, à l'ENEAM, et pour l'obtention par le Bénin de l'appui de France UNESCO pour la finalisation de la route de l'esclave en vue de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Quant à Madame Giovanna Antoini et Monsieur Tito Giovanni Spini, ils sont deux anthropologues italiens qui se sont investis dans les années 80 dans des recherches et la documentation sur le site des palais royaux d'Abomey. Le Conseil a en outre autorisé la réception dans l'Ordre national du Bénin du professeur Gilbert Rouget, de Madame Caroline Gauthier, de Madame Giovanna Antoini et de Monsieur Tito Giovanni Spilini. La cérémonie de décoration aura lieu à l'ambassade du Bénin en France. Les téléphones portables fonctionnent pour la plupart aujourd'hui sous Android, un système d'exploitation mobile pour smartphone. Un taux d'utilisation élevé dû à un tel chargement facile et gratuit des applications. Mais cette liberté qu'offre ce type de téléphone à leurs utilisateurs expose les portables Android à beaucoup de risques. Pourquoi et comment sécuriser son système Android? Élément de réponse avec Fréjus Serron et Fréjus Fiossi. Envoyer des messages, passer des appels ou faire usage des différentes fonctions de nos smartphones, toutes ces activités dépendent des systèmes d'exploitation implantés sur les appareils. Et c'est le système Android libre et gratuit qui constitue le logiciel de premier choix pour les fabricants de téléphonie mobile. Mais il pose un problème de sécurité pour les utilisateurs car les applications qui se retrouvent sur ce système d'exploitation peuvent être conçues et déposées par tout le monde. Dès lors, la protection de nos systèmes Android devient un impératif. Déjà en 2013, un sondage dénommé Études Smartphone qui a été réalisé par CNIL France et Internic révèle déjà que 73% des utilisateurs de téléphones portables aujourd'hui se connectent à un réseau social. 38% ont leur géolocalisation allumée en permanence sur leur téléphone. Vous voyez, 24% utilisent leur téléphone pour tout ce qui a comme communication, surtout en matière de santé. 96% déposent des photos et des vidéos dessus. Donc, vous constatez que cela fait, sur les téléphones aujourd'hui, notre vie, nos données personnelles sont tout le temps déposées sur ces téléphones. Pour protéger ces données personnelles, il convient d'avoir les premiers réflexes. Lorsque je veux sécuriser mon système Android, j'ai le téléphone Android en main, la première des choses que je fais, c'est tout simplement d'utiliser le système de verrouillage. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui laissent leur Wi-Fi allumé en permanence. Ce n'est pas une bonne attitude. Parce qu'à partir du Wi-Fi, vous vous mettez en contact alors avec un autre réseau. Et celui qui est de l'autre côté alors, puisque vous vous mettez dans un réseau, tout homme aussi peut nécessairement, n'importe qui aussi peut se greffer à vous et avoir accès à vos données. À des moments donnés, il y a beaucoup d'applications qui vont vous dire, nous aurons accès à des données. Lisez correctement de quelles données auront besoin alors ces applications que vous voulez installer. Parce que lorsque vous leur donnez tous les droits, ils peuvent envoyer, ils peuvent copier votre email, copier votre mot de passe, copier toutes vos données personnelles et envoyer sur un serveur, sur le serveur de celui qui a fabriqué l'application. Lorsque vous êtes en train d'utiliser votre téléphone, n'oubliez pas, pour vos transactions, vous voulez faire des affaires avec quelqu'un, n'oubliez pas de chiffrer vos données.
La sécurité des systèmes Android passe aussi par de petits détails qu'on néglige souvent. Un antivirus sur votre téléphone est toujours aussi important parce que c'est l'antivirus qui va vous protéger de toute intrusion extérieure ou même de tout ce qui aura comme virus que vous pouvez copier. Le téléphone doit être à jour. Les applications que vous avez dessus doivent être à jour. Il y a beaucoup de personnes pour problème de forfait refusent de faire les mises à jour. Votre téléphone n'est pas alors sécurisé. Protéger son Android, c'est aussi prévoir la perte de son smartphone. Déjà installer le système de traçage de votre téléphone sur votre téléphone, c'est tout simple. Il y a Drive qui est déjà natif à tout téléphone que vous pouvez configurer déjà aujourd'hui que vous avez votre Android, de telle sorte que demain, lorsque quelqu'un va le voler, vous pouvez toujours le tracer. Il faut toujours sauvegarder ces données. Sur votre application, il y a la possibilité de sauvegarder ces données où vous pouvez télécharger de petites applications que vous pouvez mettre afin de sauvegarder vos données et les images, les vidéos, vos contacts, vous pouvez les enregistrer dans le nuage juste à partir de votre compte Google. Dernier rappel, ne jamais télécharger les fichiers qui ont 2 extensions, c'est forcément un virus. Il faut aussi avoir à l'esprit que sécuriser son système Android a forcément un coût en temps et en mégaoctets. Sport à présent, signature d'un protocole d'accord pour l'entente et l'union entre la FEBAS, Fédération béninoise des associations de supporters, et l'UNAS, l'Union nationale des associations de supporters. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi à Cotonou. Un reportage de Oronam et Damien Pedro. Poignée de main et échange de parapheurs, ce sont là les actes forts, symboles d'union entre toutes les associations de supporters. La FEBAS, Fédération béninoise des associations de supporters, et l'UNAS, l'Union nationale des associations de supporters, s'associent enfin pour faire rayonner la famille du sport au Bénin. En acceptant de constituer dorénavant un seul et unique creuset, vous donnez la preuve de ce que vous avez amplement conscience de l'importance et des exigences de votre mission au service du développement et du rayonnement du sport et des sportifs béninois. Ces associations, désormais regroupées autour du Conseil national des supporters, félicitent le ministre des Sports et s'engagent à respecter le protocole d'accord. UNAS et FEBAS, nous avons les mêmes objectifs, qui est de soutenir toutes les équipes nationales qui représentent le Bénin. UNAS et FEBAS, quand nous sommes sur le terrain, nous restons chacun de son côté. L'autorité a souhaité que nous soyons un, que nous nous mettons ensemble. Et aujourd'hui, je pense que, avec votre permission, c'est chose faite. Dans le sport, c'est le fair play. Et je pense que le fair play sera de mise pour nous. Au nom des supporters, je dirais au ministre qu'il ne sera pas déçu. Il y a le soutien de toutes les associations. Aujourd'hui, nous sommes un. Et désormais, nous allons regarder dans la même direction pour que vive le sport au Bénin. Pour Oswald Omeki, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Il promet œuvrer afin que personne ne soit lésé. Ce que nous venons de faire, même si j'en suis l'initiateur, ce n'est pas à moi que revient le mérite. Le mérite revient à vous qui avez accepté de poser cet acte qui est un acte historique. Historique parce que ce que nous allons faire à partir de maintenant, que vous avez accepté de vous unir, dépasse ce que chacun de vous a pu faire quand vous étiez seul. Alors je veux franchement vous remercier, vous, président des associations de base. Et j'ai fait exprès d'insister pour que vous soyez là. J'ai dit, je ne veux pas signer avec les bureaux FEBAS et UNAS seuls. Je voudrais que les présidents soient là pour comprendre qu'il ne s'agit pas de choisir quelques copains et de dire à chaque fois qu'il y aura un voyage, à chaque fois qu'il y aura une opportunité, ce sont les mêmes. Non, ce n'est pas ça. Avec la signature de cet accord, finit la crise au sein des supporters. Reste désormais à unir tous les acteurs du football béninois afin que flotte le drapeau du Bénin dans les plus grandes rencontres de foot.
Une cérémonie qui s'est déroulée plus tôt ce mercredi à Cotonou. En interactualité, le Kenya a débuté ce mercredi le rapatriement de ses casques bleus déployés au Soudan du Sud en réponse au limogeage du commandant Kenya de la mission onusienne dans ce pays en guerre. Ce dernier avait été démis de ses fonctions début novembre après qu'une enquête de l'ONU a accablé les casques bleus pour leur inaction lors des violences de juillet à Djouba ayant opposé les forces du président sud-soudanais Salva Kiir à celles de l'ex-chef rebelle et à le vice-président du pays Riek Machar. Écoutons le général de l'armée kenyane. Nous sommes très contents aujourd'hui du retour de nos soldats. Ils sont au nombre de 100 et nous allons continuer conformément aux directives de notre commandeur en chef jusqu'au retrait de toutes nos forces du Soudan du Sud. Nous procédons au retrait total de notre contingent au Soudan du Sud, soit plus de 1000 soldats. Au Zimbabwe, des chercheurs produisent des variétés de maïs qui résistent à la chaleur pour aider les agriculteurs dont les récoltes sont détruites par la sécheresse aggravée par le réchauffement climatique qui est au cœur des débats à la COP 22 en cours au Maroc. Reportage. Cosmos Magorokocho travaille sur un nouveau maïs hybride, capable de résister à la sécheresse. Ce chercheur zimbabwéen dirige une équipe qui sélectionne et croise les variétés les plus économes en eau. Résultat, un maïs qui a survécu malgré les fortes températures et les faibles pluies, dues au changement climatique et au phénomène El Niño. En pratique, ça veut dire que nous transférons les gènes d'une plante à une autre pour créer une nouvelle sorte de plante qui aura les caractéristiques désirées. Autrefois, quand le Zimbabwe exportait du maïs, il était considéré comme le grenier à céréales de l'Afrique. Aujourd'hui, il doit en importer 2 millions de tonnes par an. Cette année, le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe naturelle, alors que 2,5 millions de personnes dépendent déjà de l'aide alimentaire. Mais les agriculteurs qui testent la semence hybride ont eu des récoltes. Comparé à d'autres graines, celles-ci ont survécu à la chaleur et au manque d'eau qui nous affecte. La récolte a été meilleure, je devrais avoir assez pour tenir jusqu'en février. Les chercheurs aimeraient répandre le maïs hybride rapidement dans les régions les plus sévèrement touchées, mais le processus est retardé par les tests de validation du gouvernement. Le temps presse, car les scientifiques envisagent déjà des conditions encore plus drastiques à l'avenir. Les recherches récentes montrent que les cultures n'arrivent pas à suivre le rythme du réchauffement climatique, simplement parce que des plantes mûrissent plus vite sous des températures élevées. Et quand elles mûrissent trop vite, les récoltes sont moins importantes. La sécheresse est l'un des enjeux clés de la conférence internationale COP 22 en cours au Maroc. Sur le terrain, des solutions comme ce maïs redonnent de l'espoir aux agriculteurs et aux populations qui peinent à survivre. À l'est du Maroc, dans le petit village de Tafougalt, sous un soleil de plomb, la population connaît la valeur de l'eau. Mais avec la sécheresse et le réchauffement, la pluie est de plus en plus aléatoire. Alors, avec le soutien d'une association, 2 pompes à énergie solaire ont été installées pour alimenter l'agriculture locale en nos reportages. À Tafougalt, dans les montagnes marocaines, la majorité des habitants vivent de l'agriculture. Mais avec le changement climatique, les pluies sont de plus en plus imprévisibles. Ici, une association a donc installé des pompes alimentées à l'énergie solaire pour récupérer l'eau souterraine. Pendant de nombreuses années, nous avons fait venir de l'eau de très loin. On devait passer plus de 3 heures pour aller chercher de l'eau à 3 ou 4 kilomètres d'ici. Auparavant, les agriculteurs utilisaient des générateurs au diesel. Mais dans ces montagnes, l'énergie solaire est une ressource illimitée et non polluante. Sidik est le gardien du puits local depuis 17 ans. Aujourd'hui, Dieu merci, tout fonctionne avec l'énergie solaire. Avant, l'essence était chère, les fermiers payaient 5 € de l'heure pour de l'eau. Mais aujourd'hui, à ce prix, ils peuvent avoir 4 heures d'eau. C'est encourageant. Les fermiers peuvent survivre. Pour préserver la moindre goutte d'eau,
Des bassins ont aussi été installés pour récupérer l'eau de pluie. Nous avons des bassins pour vraiment collecter l'eau pluviale et nous sommes en train aussi de travailler sur l'utilisation du brouillard pour récupérer l'eau. Au fil des années, beaucoup sont partis du village pour chercher une vie meilleure en ville. Mais avec les nouvelles pompes, certains sont revenus cultiver leurs terres. 450 agriculteurs profitent aujourd'hui de cette eau solaire. En Amérique du Nord, précisément aux États-Unis, de milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Chicago pour protester contre la victoire surprise du républicain Donald Trump à la présidentielle américaine. Ils dénoncent et craignent les propos racistes du nouveau président élu tenus pendant les campagnes. Reportage. Pas mon président. C'est par ce slogan que des milliers de manifestants se sont rassemblés mercredi soir à travers les États-Unis pour protester contre la victoire de Donald Trump. Avouons honnêtement, Trump n'est pas la bonne personne. À Chicago et à New York notamment, des manifestations qui ont débuté avec quelques centaines de participants avaient grossi jusqu'à rassembler plusieurs milliers de personnes en début de soirée. On était divisés et il a essayé de nous diviser encore plus. Il est contre certains groupes de personnes. Il a dit haut et fort contre qui il s'opposait. Et s'il divise, comment va-t-il unifier ces personnes de nouveau? C'est impossible. Les élections sont terminées. Toutes les voix ont été dépouillées et Donald Trump a gagné malheureusement. On ne peut rien y faire, donc au lieu d'être en colère, on peut inspirer un changement positif. En Californie, des lycéens et étudiants ont quitté les cours et improvisé des manifestations sur les campus. À Los Angeles, ils étaient des centaines devant la mairie à crier que Donald Trump n'est pas leur président. Dernière information avant de boucler cette session, l'inquiétude est aussi grandissante chez les Mexicains. La victoire de Trump à la présidentielle américaine va engendrer de nombreuses incertitudes au Mexique qui dépend beaucoup des exportations vers les États-Unis selon un expert économique mexicain. À la frontière avec les USA, des Mexicains sont choqués par la victoire de Donald Trump et espèrent que le républicain ne tiendra pas ses promesses de campagne. Reportage. La victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine a fait chuter la bourse mexicaine et le peso mercredi, mais le gouvernement s'est voulu rassurant et le président Enrique Peña Nieto a félicité le républicain qu'il doit rencontrer prochainement. Je suis optimiste, il est clair qu'une nouvelle étape s'ouvre avec l'arrivée d'un gouvernement, mais je crois aussi qu'il y a une grande opportunité pour le développement des relations entre les deux pays, a poursuivi le chef d'État mexicain. Moins confiante, la bourse mexicaine a chuté de 2,23% et le peso a plongé de 7,18% à la clôture, créant des conséquences pour l'économie du pays. Je pense que la situation va être difficile. Il y aura beaucoup d'incertitudes et je pense qu'on va attendre toutes les déclarations de Trump pour voir s'il se calme et adopte une autre tonalité, la tonalité d'un chef d'État, ou s'il continue d'avoir le même discours qui fait parfois très peur. Les 20 dernières années, l'économie mexicaine n'a eu qu'un seul vrai moteur de croissance, les exportations non pétrolières. Nous devons garder à l'esprit que 80% de ces exportations vont vers les États-Unis. Donc, si les règles du jeu changent, une grande partie de l'investissement que le pays a fait pendant de nombreuses années va être remis en question. En 2015, les échanges entre les pays ont atteint 531 milliards de dollars et 80% des exportations mexicaines prennent la direction des États-Unis. Donald Trump est le premier président américain à être ouvertement contre le Mexique et l'avenir s'annonce donc difficile selon l'analyste. Essayer d'ouvrir le dialogue et le convaincre d'une part que c'est une relation bilatérale qui marche, que de nombreux emplois des deux côtés de la frontière en dépendent et il faut aussi faire en sorte que les négociations soient bilatérales et non unilatérales. Je pense que nous allons assister à beaucoup de choses ces prochains mois qui provoqueront beaucoup de volatilité dans les marchés d'échange
et dans d'autres marchés financiers. À la frontière avec les États-Unis, des Mexicains sont choqués par la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine et espèrent que le républicain ne tiendra pas ses promesses de campagne. J'espère qu'il sera comme tous les hommes politiques du monde et que toutes ces promesses sont des mensonges. L'arrivée au pouvoir de Trump augmente l'incertitude au Mexique du fait de ses liens économiques étroits avec les États-Unis. C'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. L'info continue sur Eden TV.